Bonjour Mathieu Hoc. Bonjour Maxime. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le secrétaire général du think tank Le Millénaire, classé plutôt à droite. Et bonjour Laurent Geoffrin. Bonjour. Directeur de la publication du journal en ligne lejournal.info et ex-directeur de Libération et du Nouvel Obs. Vous êtes avec nous ce matin parce que c'est la déclaration en réalité de Gérard Larcher qui nous intéresse et qui nous force d'une certaine manière à poser cette question. Il affirme en une du Parisien aujourd'hui en France, soyons clairs, le budget présenté aujourd'hui n'est pas acceptable. Il est clair que le Premier ministre regarde surtout du côté des socialistes. Il critique évidemment l'abandon du 49.3, la suspension de la réforme des retraites en disant attention, les socialistes sont en train de faire leur course pour Noël et la liste ne va faire que s'allonger. Je me tourne vers vous d'abord Laurent Geoffrin. Oui. Est-ce que selon vous, Sébastien Lecornu négocie trop avec les socialistes? Pas assez à mon avis. Ah, pas assez? Alors pardon. Alors autre question Laurent Geoffrin, comment peut-il négocier davantage avec les socialistes? Les socialistes ont présenté un certain nombre de demandes, et il y en a qui ont été acceptées, d'autres non. Donc moi je suis plutôt de ce côté-là, donc je pense que... je vais résumer le truc. Alors résumé, attention, on se concentre. La droite veut baisser les dépenses et la gauche veut augmenter les recettes en mettant à contribution les gens les plus aisés. C'est ça le débat. Donc c'est un débat droite-gauche classique. Donc je pense qu'effectivement, par exemple, geler les petites retraites des gens qui gagnent, je sais pas, 1 000 euros par mois, ça me paraît une mauvaise idée. Mais comme il faut trouver des... Alors pas geler les petites retraites, c'est l'indexation sur l'inflation qui va être gelée. Oui, c'est ça le gel, oui. Oui, c'est ça. Et donc il vaut mieux faire payer les gens qui ont de l'argent. C'est quand même, me paraît plus juste. C'est pas des sommes énormes, mais ça me paraît plus juste. Et la droite dit non, on dépense trop, il faut faire un gel des prestations, il faut couper dans tel et tel service public, etc., etc. Donc c'est un débat assez simple. Et par ailleurs, si on fait un commentaire sur la situation politique, si le gouvernement ne négocie pas avec les socialistes, il sera censuré. À la fin ou tout de suite d'ailleurs. Et à ce moment-là, le gouvernement sera renversé, il y aura une nouvelle crise politique, et il y aura peut-être des élections législatives supplémentaires, ça ferait guère que les 3e en 3 ans, et ça va coûter aussi cher. Un pognon de dingue, comme dit l'autre. Oui, plus cher probablement que les concessions que le gouvernement peut faire au Parti Socialiste. Donc ça me paraîtrait de bon augure et de bonne idée, de bonne politique, que de faire un compromis avec le PS pour éviter la crise politique. Et de négocier davantage avec les socialistes. Et donc de négocier un peu plus avec eux. Laurent Geoffrin, d'où cette question 0826 300 300. Sébastien Lecornu négocie-t-il trop en ce moment avec les socialistes? Vous voulez réagir, nous faire part de vos commentaires, de vos analyses. Le standard vous est ouvert, amis auditeurs à Sud Radio, 0826 300 300. Est-ce qu'il négocie trop avec les socialistes, Mathieu Hoc, le Premier ministre actuellement? Il y a 2 choses en fait. Il y a un commentaire qui est politique et un commentaire qui est économique. Sur le commentaire politique, je suis pas forcément en désaccord avec ce qu'a dit Laurent Geoffrin, c'est-à-dire que la feuille de route pour le Premier ministre, c'est avoir avec certitude ressonder son socle commun parce que c'est le socle commun qui est légitime du point de vue du président de la République à donner à un Premier ministre, et donc il doit faire des concessions au bloc central et à la droite. Et puis ensuite après, effectivement, deuxième point, pour ne pas être censuré, il faut qu'il négocie avec le PS. Donc lui fait cela. Ensuite après, d'un point de vue économique, donc politiquement ça se comprend ce qu'il fait, mais d'un point de vue économique, non, il donne beaucoup trop au Parti Socialiste. C'est pas avec. En plus, le Parti Socialiste, il faut rappeler quand même ce que c'est. 1,75% à la dernière élection présidentielle. Ce n'est que un peu plus de 10% des députés à l'Assemblée nationale. Alors certes, c'est pivot, mais pour autant, d'un point de vue économique, on va se retrouver dans la même situation qu'en 2012, en augmentant massivement les impôts, comme avec ce qu'avait proposé François Hollande en 2012. Et on avait vu, c'est une étude de l'OFCE qui le disait, que une augmentation importante des impôts sur un temps très court créer des pertes sur la croissance économique que l'OFCE avait calculé de 0,8 points. Donc, à un moment donné, on ne peut pas aujourd'hui continuer avec les mêmes recettes qui nous ont coulé d'un point de vue économique. Et de la même manière, je ne vais pas revenir dessus, mais en termes de niveau de prélèvement obligatoire, la France est déjà championne du monde du prélèvement obligatoire, championne du monde de la dépense publique par rapport au PIB. Ce n'est pas en allant vers toujours plus d'impôts que l'on va réussir à assainir notre situation économique. Laurent Geoffrin, quand vous dites en réalité, et le calcul bien sûr, quand on le présente ainsi, paraît facile,
il nous manque de l'argent, où va-t-on chercher l'argent? Dans la poche des plus riches. Mais c'est déjà ce qui est actuellement mis en place. La fameuse contribution exceptionnelle sur les revenus qui devait être vraiment très temporaire a finalement été prolongée, pas d'1 an, jusqu'en 2029, avec cet espoir encore qu'à un moment la France reviendrait sous les 3% de déficit. Justement, c'est un compromis qui a été fait avec le PS. Oui, mais donc, quand vous dites en réalité on peut négocier davantage, je veux dire, avec ce qu'a dit Mathieu, on peut aussi se dire, alors certes ils sont en position de force, l'idée d'un compromis c'est de construire, c'est pas d'imposer. Or là on a quand même l'impression qu'on est davantage dans l'imposition d'un programme que dans la négociation de quelque chose. Non, c'est pas vrai, parce qu'ils se réunissent, paraît-il même secrètement, hein, tout le monde le sait, mais pas très secret. C'est ça. Fort heureusement, ils discutent. Après, on peut trouver que le point d'arrivée va dans un sens, excessivement dans un sens plutôt que dans l'autre. D'accord, mais enfin, au moins, ils discutent. Et ils discutent sur quoi? Eh ben, sur limiter les... Parce que quand on réduit les dépenses, enfin, c'est l'argument socialiste, mais il n'est pas tout à fait faux. Quand on réduit les dépenses, on réduit souvent les prestations sociales de gens modestes, ou par exemple, on supprime 4000 postes dans l'éducation nationale. Bon, oui, vous savez aussi que cet argument, Laurent Geoffrin, vous savez aussi qu'il est battu en brèche, parce que dire en réalité la droite ce sont les méchants, parce que... Mais je dis pas les méchants, non mais je caricature volontairement. Leur position de manière mais en caricaturale. disant si, non mais bien sûr, mais si on supprime tout d'un coup les fonctionnaires, c'est des profs, des policiers, etc. C'est ça qui coûte de l'argent. Oui, mais c'est les fonctionnaires souvent dans les administrations, c'est jamais sur le terrain, parce que vous voyez que regardez, que ce soit les récentes embauches on va dire de fonctionnaires au sein de l'État, c'est beaucoup dans l'éducation. Pourtant, ça n'empêche pas qu'il y ait toujours des salles avec une absence de profs, des hôpitaux avec une absence d'infirmières. Donc en réalité, peut-être qu'on a en France un peu de gras dans lequel tailler, sur lequel on pourrait s'accorder. Oui, je comprends bien, mais là, on est à court terme. Là, on est dans le budget de cette année. Vous avez raison, on doit pouvoir utiliser de manière plus efficace l'argent public. D'accord, ok, mais ça c'est un travail de moyen terme. Il faut réorganiser. Il faut enlever les postes qui ne servent à rien, soi-disant. Même depuis le temps qu'on sait, vous pensez qu'il y a pas un rapport quelque part, parce que c'est facile à dire. Après, vous allez démontrer que les postes ne servent à rien. Par exemple, on va dire à l'hôpital, il y a trop d'administratifs. Mais alors, s'il y a vraiment un travail administratif à faire, c'est les médecins qui vont le faire. C'est pas forcément évident. C'est-à-dire qu'avec la somme du travail administratif, avec toute l'administration, on se dit qu'il y a moyen de répartir avec déjà ce que font eux les médecins. Peut-être qu'on va s'apercevoir que le travail administratif est utile. Donc, allez savoir. Oui, non, mais peut-être, vous avez raison. Peut-être qu'on peut faire des gains de productivité. Je pense que oui. Je pense qu'on peut le faire. Mais c'est un travail long et patient, et qui, c'est une raison supplémentaire pour le commencer tout de suite, mais d'accord. Mais c'est pas ça qui va résoudre notre problème à court terme, c'est-à-dire le budget de l'année prochaine, 2026. Mathieu Hoc. Non, mais quand on regarde de toute façon d'un point de vue de la structure, alors je ne dis pas que c'est ce que vous dites, mais j'entends beaucoup de gens, notamment issus du Parti Socialiste, nous expliquer que Sébastien Lecornu, donc pour faire pression sur Sébastien Lecornu, en disant Sébastien Lecornu propose un budget austéritaire. En disant parce que d'où la phrase hier du Premier ministre qui dit attention, l'effort, ce n'est pas l'austérité. Exactement, ce n'est pas l'austérité. Et il a raison de le dire, le Premier ministre. Pourquoi? Parce que je ne connais pas de budget austéritaire où en volume les dépenses publiques de l'État vont augmenter 10,5 milliards d'euros. Je ne connais pas de budget austéritaire où en volume les prestations des retraites vont augmenter, puisqu'on a fait la suspension. Ils se sont accordés sur la suspension de la réforme des retraites. Je ne connais pas non plus de budget austéritaire où les dépenses de la santé vont augmenter de 5 milliards d'euros si la copie actuelle, non pas celle amendée par l'Assemblée nationale, actuelle, est votée. Donc en réalité, il n'y a pas de budget austéritaire. De toute façon, les Français, les élites politiques françaises ne sont pas capables de faire un budget austéritaire, le dernier étant celui de Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse en 2011-2012. Depuis, on est incapable de baisser la dépense en volume, alors que je pose une question qui est simple. Le dernier budget à l'équilibre, c'est 1974. En 1974, on avait 34% de prélèvements obligatoires par rapport au PIB. On avait l'équivalent en dépenses publiques. Le problème étant qu'aujourd'hui, on a 44% de prélèvements obligatoires, donc on a augmenté d'un tiers les impôts, et pour autant, on n'arrive pas à l'équilibre. Ça veut dire que les dépenses ont complètement explosé sous 40 ans, donc c'est bien là qu'il faut aller chercher, comme vous le disiez, du gras à tailler, parce qu'aujourd'hui, l'État est devenu obèse. Et l'État est devenu obèse, mais vous évoquiez en début de votre propos, mon cher Mathieu Hoc, ce qui semble être aujourd'hui le totem des totems, à savoir la réforme des retraites. Le président du Sénat ce matin, on va dire, a une position très tranchée, peut-être même étonnante. Dites-moi ce que vous en pensez, Laurent Geoffrin. Il affirme quand même que malgré la suspension, le décalage, appelons-le comme on veut désormais, promis... Oui, on sait pourquoi, allez. Le Sénat rétablit
rétablira la réforme des retraites, dit-il. Nous la votons depuis 5 ans. Je rappelle que son abandon, c'est 30 milliards de déficit en 2035. Évidemment, parce qu'au Sénat, il y a une majorité de droite. Bien sûr. Donc il mène une politique de droite. Et après, ça dépend du gouvernement. Si le gouvernement donne le dernier mot au Sénat, ben la réforme des retraites sera maintenue, pardon. Et s'il donne le dernier mot à un compromis trouvé à l'Assemblée, le gouvernement restera en place. Mais encore une fois, on oublie toujours, il y a que 2 solutions. Ou un compromis droite-gauche à l'Assemblée qui l'emporte, y compris sur le Sénat, ou il y aura un gouvernement qui sera renversé par une motion de censure quelconque, et il y aura probablement, c'est pas sûr, mais probablement de nouvelles élections. C'est ça le choix. Qu'est-ce qu'on préfère ? Est-ce qu'on préfère repartir dans une crise politique avec des élections législatives et du point de vue de la gauche, alors du point de vue de la gauche et du centre, ces élections législatives pourraient bien donner la majorité au RN. C'est pas ce qu'ils veulent. Donc déjà, ça devrait les faire un peu réfléchir et faire réfléchir tous ceux qui ne sont pas RN. C'est-à-dire, mais on va donner les clés du pouvoir à Marine Le Pen. Est-ce que c'est une bonne idée du point de vue des Républicains ? À mon avis, non. Donc il faut trouver un compromis. Voilà. Puis après, ça va durer 1 an, en gros. Et dans 1 an, commence la campagne présidentielle qui viendra à son terme. Elle pourra être préparée, il y aura des candidats qui se seront prédéterminés ou déterminés à ce moment-là, et il y aura un débat national sur est-ce qu'on abroge ou pas la réforme des retraites, est-ce qu'on mène une politique plus dépensière, ou au contraire, est-ce qu'on met l'accent sur les économies. Tout ça sera discuté dans 1 an. Quelle est votre intuition concernant le sort, vous, de la réforme des retraites, Laurent Geoffrin ? Vous êtes un habitué du pouvoir, vous êtes un fin journaliste politique. Comment vous sentez l'avenir de fait de la réforme des retraites? Est-ce que vous pensez à court terme ou bien en général? Oui, à court terme, en tout cas pour la négociation. Est-ce que vous pensez réellement que on voit bien tout de suite dès que les socialistes prônent cette victoire, toute l'opposition leur tombe dessus en disant le RN en premier, en disant mais vous n'avez rien obtenu, ça ne verra jamais le jour. Est-ce que vous pensez que cette suspension, décalage, est-ce que vous pensez que ça va arriver à la fin? Je vois pas la différence entre suspension et décalage, c'est pareil. Suspension. Elle s'applique pas maintenant. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. Donc suspension. Si on la remet en marche, elle s'appliquera. On a dit qu'on ne l'appliquera pas avant 2027. Début 2028. Bon, donc elle est gelée. 2028. Elle est gelée pendant 2 ans, c'est ça. Et ensuite il y aura une présidentielle. Si la droite gagne, la réforme des retraites sera remise en œuvre. Si la gauche gagne, elle sera abrogée, mais il faudra qu'elle trouve quelque chose pour la remplacer. Hein. C'est pas si simple. Et Rennes, pareil. Donc voilà, c'est ça. Cette discussion sur la réforme des retraites est ridicule. Elle a été décalée. Oui, d'accord. Elle a été suspendue, décalée, comme on veut. Elle s'applique pas tout de suite. Donc il y a X millions de gens qui peuvent partir un peu plus tôt à la retraite. C'est ça l'effet. C'est bon, on avait promis, je crois, 3,5 millions et après la lettre rectificative, on nous dit, mais c'est en tout cas ce qu'on a affirmé, ce qu'on a vérifié ici à la rédaction après l'interview de Manuel Bompard vendredi à ce micro, qui assurait non, ça ne concerne en réalité pas les 3,5 millions de personnes dont on parlait au début, ça va concerner, maximum 700, 800 000 personnes parce que ça ne touche que la génération d'après 64. C'est une génération et en fait une génération en France, à peu près 700, 800 000, un peu plus à l'époque. Parce qu'il y avait plus de naissances. Mais je ne comprends pas non plus ce débat sur la réforme des retraites, dans la suspension, dans la mesure où, à partir du moment où Sébastien Lecornu l'intègre dans la lettre rectificative, donc c'est ce que j'ai compris de sa réponse à Boris Vallaud à l'Assemblée nationale, la messe est dite, c'est un gage pour le Parti socialiste. C'est-à-dire que même si le budget n'est pas adopté à l'issue des 70 jours, donc le 24 décembre prochain, et que Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron le font passer par ordonnance, il y aura la suspension de la réforme des retraites. Donc ce sujet-là, pour moi, est terminé. Ensuite, après, moi, ce que j'ai compris de ce que disait Sébastien Lecornu, et c'est ça la subtilité, c'est qu'il maintiendra un amendement sur la suspension de la réforme des retraites dans le PLFSS, qui sera du coup à l'étude à l'Assemblée nationale le 4 novembre prochain, et qui permettra d'avoir un débat dessus. Donc ensuite, après, effectivement, le Sénat ne votera jamais cet amendement, et donc dans la copie qui repartira du Sénat vers l'Assemblée, il n'y aura pas la suspension de la réforme des retraites. Mais dans tous les cas, soit le budget est adopté, et il sera adopté du coup par l'Assemblée nationale, donc avec un compromis incluant la suspension de la réforme des retraites, soit le budget n'est pas adopté parce que le PS ne peut pas voter un tel budget. Peut-être que LR ne votera pas un budget et donc il n'y a pas de budget au bout de 70 jours, mais auquel cas le budget passe par ordonnance et il y aura la suspension de la réforme des retraites. Donc pour moi, de ma compréhension aujourd'hui de ce qu'a proposé Sébastien Lecornu,
quoi qu'il arrive, il y aura la suspension de la réforme des retraites. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la fameuse navette parlementaire, des petits rouages qui permettent normalement dans ce pays, on va dire, d'avoir une démocratie parlementaire qui fonctionne. Dans l'interview que donne Gérard Larcher, il y a aussi une alerte et même une critique assez vive à Emmanuel Macron, et j'aimerais vous interroger sur le sujet. Je dis à Emmanuel Macron, nous dit Gérard Larcher, comme à Sébastien Lecornu d'ailleurs, qui n'oublie pas lors de leur prochaine consultation d'inviter les présidents des groupes parlementaires du Sénat, et surtout, je leur dis, respectez le bicamérisme. On voit bien qu'actuellement, le respect des institutions parlementaires, le Sénat, l'Assemblée nationale, est au cœur des discussions. Est-ce que vous pensez, parce que c'est la crainte d'énormément de députés actuellement dans l'hémicycle, qu'on va réussir à aller jusqu'au bout des discussions budgétaires? Certains disent en réalité, il y a toute une alliance pour que surtout, on n'aille pas jusqu'au bout des études de certains amendements, pour qu'à la fin, ce soit quand même le budget par ordonnance. Vous y croyez, ça, Laurent Geoffrin, ou un tel niveau de cynisme? Si on fait le compte arithmétiquement, oui, il y a trop d'amendements. Mais apparemment, les amendements ont été largement déposés par le bloc central. Oui, c'est exactement ça. C'est d'où certaines critiques. On se demander si c'est pas volontaire, de manière à empêcher la discussion. D'où ma question. À empêcher mais le un tel vote. niveau de cynisme n'est pas possible, bien sûr. Non, c'est invraisemblable. Mathieu, comment vous regardez? Est-ce que vous pensez vraiment juste, je termine. Le Parlement joue gros dans cette affaire, parce que si on n'aboutit à rien, il sera ridicule. Et donc, dans l'opinion, va se répandre l'idée, un peu comme à la fin de la 4e, que ça sert à rien de donner des responsabilités aux parlementaires, parce qu'ils n'en font rien. Et donc, il vaut mieux un régime avec un exécutif fort. Il y a même des gens qui vont dire, il vaut mieux un régime autoritaire, comme ça, au moins, les décisions seront prises. Mais d'ailleurs, vous avez vu les derniers résultats de l'enquête, vous savez, des fractures françaises publiées par Le Monde, le Civipost, etc., qui assure, le chiffre monte jusqu'à 85%. C'est inédit de Français qui disent la défiance, certes, mais de Français, pour rejoindre les propos de Laurent Geoffrin, qui disent, en réalité, ça y est, on veut maintenant un homme fort à la tête de l'État, ce qui rejoint vos propos, bien sûr, Laurent Geoffrin. Mathieu, sur peut-être sur ce manque de respect des institutions et le fait qu'on n'arrive pas jusqu'au bout, peut-être même le fait que certains députés prient en réalité pour que le gouvernement passe le budget par ordonnance. Vous pensez ça envisageable, crédible, possible? Moi, je vois plusieurs points. Je dirais que dans un premier temps, il y a quelque chose de tout simple. On est aujourd'hui sur une séquence où médiatiquement la focale est beaucoup mise sur le Parlement et surtout sur l'Assemblée nationale. Et je pense que les députés déposent beaucoup d'amendements aussi pour pouvoir avoir des extraits à balancer sur leurs réseaux sociaux, montrer qu'ils s'emparent de sujets, etc. Donc plutôt le font pour eux-mêmes. Exactement, ils le font plutôt pour eux-mêmes et pour de la com. Ce qui n'est pas rassurant non plus. Ce qui n'est pas une bonne chose non plus, hein, exactement. Donc ça, pour moi, c'est pour les députés. Le deuxième point, ensuite après, sur le respect, on va dire sur la sacralité des institutions, ce que l'on peut quand même dire dessus, c'est qu'Emmanuel Macron, depuis 2017, la France est en crise permanente. C'est-à-dire qu'on a eu des crises économiques, des crises sociales. Il y a des crises qui sont faites à lui. Des crises, notamment la réforme des retraites, etc., etc. Il y a des crises qui ne sont pas de sa faute, la crise sanitaire, la crise énergétique, etc. Mais là où il porte une immense responsabilité, à mon sens, c'est qu'il a introduit une crise politique sans précédent sous la Ve République, avec la dissolution après les élections, sa défaite électorale aux élections européennes. Et donc, il nous a plongé dans une situation d'ingouvernabilité sans précédent sous la Ve. Et c'est aussi d'ailleurs une critique que lui fait le président du Sénat, Gérard Larcher. Il a raison de le bien. faire, Oui, bien c'est sûr. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous ce matin, secrétaire général du think tank Le Millénaire, classé plutôt à droite. Et merci beaucoup Laurent Geoffrin, directeur de la publication du journal en ligne Le Journal.info, classé plutôt à gauche. Oui, classé plutôt à gauche. Oui. Mais ça arrive à des gens bien, Laurent Geoffrin. Et on arrive à avoir une bonne discussion. Il n'y a pas de sujet. Exactement. C'était un dialogue passionnant. Merci d'avoir été avec nous ce dimanche matin. Et si vous voulez poursuivre la conversation avec Laurent Geoffrin, un autre Laurent Geoffrin, je vous conseille le livre Le Crime de Le Floch, les révoltés de la forêt de Brocéliande. C'est aux éditions. Un roman historique. Exactement, aux éditions Bûcher-Sastel. Mais à la période où beaucoup de nos auditeurs partent en vacances, vous pouvez le choper dans un coin de librairie ou dans un coin